Bonsoir les amis, réglage de l'autofocus, voilà c'est fait, écoutez, mes chères grenésiennes et mes chers grenésiens, mes trois petits singes qui n'ont pas la variole du singe, vous saluent, moi de même, bienvenue dans ce nouveau JT du grenier, réalisé sans montage et sans trucage, rien que pour vous. Et dans quelques secondes, je vais faire mon apparition à l'écran, et oui, et me voilà. Coucou les amis, très heureux de vous revoir. Cette semaine, on va parler non pas de la variole du singe, bien que nous pourrions nous y arrêter, mais je vous ferai un petit topo là-dessus pour mes abonnés à la lettre stratégie, parce qu'évidemment, il se passe des choses sacrément intéressantes sur ce sujet-là. Mais nous allons parler avant tout de l'inflation égale récession, parce que l'inflation que nous connaissons va entraîner une récession. Et donc, je voulais partager quelques réflexions avec vous sur cette idée-là, inflation, récession, comment on peut s'y préparer, etc. Et donc, vous voyez bien la logique par rapport aux différentes lettres stratégie, dossiers, vidéos. J'ai dû vous faire quelque chose d'un petit peu structuré pour vous amener et vous permettre de voir les choses avec un tout petit peu plus de recul et de hauteur par rapport à tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui dans les médias traditionnels. Donc, attention, inflation égale récession. Alors voilà, c'est encore une fois affirmation ne valant pas argumentation. Je vous propose que nous allions voyager tous ensemble dans les arcanes de cette idée-là, cette double idée inflation-récession, voir comment ça va s'articuler et comment on va glisser sur cette inflation qui est là, qui était prévisible et dont je vous parle depuis presque 2 ans, hein, et on va glisser sur une récession qui va devenir très importante et très prégnante dans les mois qui viennent. Hein. Alors ça sera surtout pour 2023. On est quasiment à la moitié de l'année, hein. On arrive sur le mois de juin. Le mois de juin, c'est 0,6, hein. Donc on arrive quasiment à la fin du premier semestre. Donc on a des acquis de croissance, on a des acquis de fiscalité, on a des acquis de levée d'impôts, des acquis de déficit budgétaire, etc. Donc tout ça, il y a tout de même de l'inertie. Donc cette récession, elle va se profiler réellement pour le second semestre de l'année 2022 et beaucoup plus, évidemment, elle sera matérialisée, visible, mesurable en 2023, tout comme l'inflation allait arriver en 2022. Hein, voilà, je vous l'ai annoncé depuis 2021 largement, voire même depuis la fin 2020. Elle est là, c'est logique. Et donc, on va essayer de bien comprendre d'abord, pour comprendre le mécanisme inflation qui va nous faire aboutir à de la récession, eh bien, essayons de comprendre le mécanisme de l'inflation actuelle, d'accord ? D'où provient l'inflation actuelle ? Alors, jusqu'à présent, nous avions des gains de productivité qui faisaient que l'économie était structurellement déflationniste. Avec l'informatisation, la robotisation, la mondialisation, ça, structurellement, ça faisait baisser les prix. Évidemment, quand on informatise, on n'a pas besoin de bonhomme, donc pas de salaire à verser, donc pof, ça fait de la pression à la baisse sur les salaires. Donc ça empêche le développement de l'inflation, l'augmentation des salaires, ça entretient le chômage de masse. Bon. Donc c'est plutôt déflationniste évidemment, et donc ça, c'est plutôt structurellement déflationniste, donc forcément c'est pas inflationniste. La robotisation, c'est pareil, je retire des bonhommes, je retire des usines, donc je retire du salaire, je retire de la masse salariale, donc je suis déflationniste. Et puis la mondialisation, c'est pareil, j'envoie mes usines là-bas, je délocalise, donc je fais produire à pas cher là-bas, je délocalise mon usine ici, mon emploi d'ici, et puis je le fais produire à bas coût par là-bas pour réimporter en plus à moins cher, donc je suis déflationniste et sur l'emploi et sur les salaires, et en plus sur les produits que je réimporte. Vous imaginez bien que si nous produisions tout ce que nous achetons aujourd'hui, prenons le cas de l'ameublement, tous les trucs qu'on achète 3 francs 6 sous chez But ou chez Ikea, si c'était pas produit made in Asia, donc India ou Chine, eh bien nous ne paierions pas du tout ce prix-là. Et donc c'est pour ça que dans les années 80, les meubles étaient très chers. Hein. Acheter un canapé, ça coûtait très cher. Aujourd'hui, acheter un canapé, ça n'a rien à voir. Donc tout ça, c'est vraiment des facteurs
déflationniste lié à ce que je viens de vous évoquer là, informatisation, robotisation, mondialisation. Puis vous avez l'augmentation maintenant des prix de l'énergie. Alors oui, excusez-moi, donc ces facteurs-là, en fait, j'y reviens 30 secondes, ils n'existent plus. Aujourd'hui, on a informatisé à peu près tout ce qu'on a pu informatiser, on a robotisé tout ce qu'on a pu à peu près robotiser, puis on a mondialisé, c'est-à-dire délocalisé tout ce qu'on a pu à peu près délocaliser. Donc, tout ce qui a apporté de la déflation pendant les 20 dernières années n'est plus là, c'est fini. Voilà, la mondialisation elle est finie. Internet, ça y est, c'est acté, donc ça fait 20 ans qu'on a Internet. Bon, bah, les gains de productivité d'Internet sont dans l'économie, les gains de productivité de la robotisation sont dans l'économie, on a à peu près robotisé tout ce qu'on pouvait, et donc là on est dans une espèce de phase où on attend la prochaine innovation majeure. Alors on la connaît par exemple sur la robotisation, ça sera l'arrivée des humanoïdes qui viendront soigner les papis-mamies, qui remplaceront les infirmières à l'hôpital pour soigner les malades, qui remplaceront les femmes de ménage chez vous pour passer l'aspirateur, etc., etc. Donc tout ça là, mais pour le moment c'est pas prêt. C'est pas prêt, c'est pas implémenté dans l'économie, donc là, quand vous aurez cette nouvelle phase de la robotisation, si tant est qu'un jour elle arrive, eh bien, nous aurons une nouvelle phase déflationniste liée au gain de productivité, et donc à la suppression des métiers des gens, donc de leur salaire, avec cette nouvelle phase de la robotisation par exemple. C'est juste pour vous illustrer, je ne vous dis pas, je n'ai pas un point de vue moral là-dessus, pendant que je vous en parle, en disant c'est bien ou c'est pas bien, après on pourrait en discuter, mais c'était pas le sujet, c'était juste pour vous montrer ce que c'est que des gains de productivité qui ont été déjà matérialisés dans l'économie, et ceux que l'on peut voir venir ne sont pas encore matérialisés dans l'économie, et donc nous sommes dans cette phase où en gros on a à peu près encaissé tous les gains de productivité, donc déflationnistes, de l'informatisation, de la robotisation, de la mondialisation. Puis aujourd'hui les Chinois, ils veulent gagner plus, donc comme ils veulent gagner plus et qu'ils ont eux toutes les usines et que nous on n'a plus rien, évidemment ils peuvent réaugmenter les prix. Donc voilà, si vous voulez, la mondialisation en fait, après avoir été déflationniste, à partir du moment où ils ont écrasé tous les concurrents et qu'ils ont toutes les usines et où nous on n'a plus rien, ils peuvent évidemment réaugmenter les prix. Donc la mondialisation de déflationniste passe tout d'un coup à inflationniste, et donc évidemment personne ne vous en avait parlé, personne l'avait vu venir, mais c'était une évidence qu'à un moment donné, une fois que vous avez écrasé toute la concurrence, vous allez vouloir une autre place dans le partage de la valeur ajoutée. Et après tout, c'est pas illégitime en soi, mais en tout cas ça devient inflationniste au lieu de déflationniste, et le passage de l'un à l'autre est extrêmement brutal. Et à ces facteurs très structurels se rajoutent des facteurs un peu plus conjoncturels. La hausse des prix de l'énergie, la hausse des prix de l'énergie, vous voyez bien que ça fait un choc inflationniste important. La raréfaction généralisée des ressources, alors ça c'est pas conjoncturel, c'est profondément structurel aussi, puisque on a encore une fois, on a commencé par exploiter ce qu'il y avait de plus proche et de plus facile, donc on a d'abord sorti le charbon qui était à 1 mètre sous terre, on n'avait pas à se fatiguer à creuser 1000 mètres sous terre, et puis quand on a sorti le charbon à 1 mètre sous terre, on a pris celui qui était à 2 mètres sous terre, et puis maintenant en fait on en est à celui qui est à 1000 mètres sous terre, et ça c'est valable pour le pétrole, c'est valable pour l'or, c'est valable pour tous les gisements de matières premières. L'homme, parce qu'il est naturellement paresseux et qu'il souhaite optimiser son rapport effort-gain, ce qui est tout à fait cohérent et intelligent, nous allons d'abord exploiter ce qu'il y a de plus facile. Donc plus nous avançons dans le temps, plus il ne reste que les gisements les plus difficiles. Alors difficile, ça veut dire moins de teneur, ça veut dire des accès plus compliqués, ça veut dire des accès nécessitant beaucoup plus d'énergie, et donc c'est plus facile de creuser en Arabie Saoudite à 15 mètres sous terre et de faire sortir le pétrole qui jaillit très facilement, que d'aller dans le golfe du Mexique à 3000 mètres sous les mers, puis après 2000 mètres sous la terre et sous le plancher océanique, et puis de se retrouver avec l'explosion de la plateforme Deepwater Horizon, et avec une marée noire monumentale, etc., etc. Donc plus c'est compliqué, plus c'est coûteux, et plus en plus il y a moins de rendement dans ce que l'on sort, et il y a de moins en moins de rendement énergétique. Donc sur le baril de pétrole, c'est notamment le fait de dire si je dois dépenser 1 baril de pétrole en termes d'énergie pour extraire 1 baril de pétrole, en fait à la fin, comme j'ai dépensé 1 d'énergie pour sortir 1 d'énergie, évidemment 1 moins 1 égale 0 égale la tête à Toto égale pas de pétroléo, quoi. Voilà, c'est assez facile à comprendre. Donc ça sert à rien de se fatiguer à sortir un truc qui nous aura un truc en énergie, une quantité d'énergie dont on aura dépensé la même pour la sortir. Donc évidemment,
Voilà, tout ça, ce sont les limites des ressources et on atteint les limites de nos ressources. Et comme on atteint les limites de nos ressources, il y a une forme de raréfaction de nos ressources sur à peu près tout. Et donc, comme il y a une raréfaction de nos ressources, et ben vous avez là évidemment un facteur structurel inflationniste extrêmement fort. Après avoir consommé à outrance, et ben nous rentrons dans le siècle de la rareté. Et donc cette rareté, eh bien, elle s'exprime à travers un ajustement qui se fait logiquement par les prix. Quand il n'y a pas assez de tout pour tout le monde, eh ben, c'est les plus riches qui peuvent en avoir. Les pénuries Covid, alors ça par contre c'est structurel, c'est momentané, c'est censé passer, sauf si mes petits singes ici font vraiment des leurs et décident de mettre leurs petites varioles absolument partout. Là ça risque d'être plus compliqué, et puis les pénuries Covid, ça sera les petites pénuries de la variole, voilà. Et puis évidemment les pénuries de la guerre en Ukraine. Donc ça aussi, c'est censé être structurel. C'est-à-dire que la guerre, c'est maintenant. Espérons que la guerre ne dure pas 20 ans, parce que sinon, les pénuries vont être extrêmement durables. Alors, 2 raisons conjoncturelles, les pénuries Covid, les pénuries de la guerre en Ukraine, et 80% de l'inflation sont liés à ces facteurs conjoncturels, donc momentanés, que sont la guerre en Ukraine et les pénuries Covid. Donc les pénuries guerre en Ukraine et les pénuries Covid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous voulions traiter aujourd'hui 80% de l'inflation actuelle, eh bien, il faudrait faire en sorte qu'il y ait la paix en Ukraine et faire en sorte qu'il n'y ait plus de stratégie zéro Covid où des pays entiers comme la Chine se confinent et donc ferment leurs usines et continuent à créer des pénuries et à mettre évidemment sous tension les chaînes logistiques mondiale. Sauf que la paix en Ukraine c'est compliqué et puis les stratégies zéro Covid en Chine c'est compliqué aussi et c'est peut-être bien lié ces deux choses, mais bon, c'est pas grave, c'est encore un autre sujet. 80% de l'inflation est non monétaire et ça c'est le gouverneur de la Banque centrale anglaise qui l'a dit la semaine dernière. Prévoir une inflation de 10% et dire qu'il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire sur 80% de cette inflation, je peux vous le dire et je peux vous dire que c'est une situation extrêmement difficile à vivre. Nous devons reconnaître la réalité de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Andrew Bailey, gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, il a dit quelque chose d'extrêmement juste. Il dit de toute façon, aujourd'hui, l'inflation, elle est liée avant tout à la guerre en Ukraine et aux stratégies zéro Covid en Chine. Ça ne veut pas dire que les facteurs dont je vous ai parlé plus haut ne participent pas de manière fondamentale à l'inflation. Mais ils participeront à cette inflation à plus long terme et ils la nourriront sur le long terme. Et donc nous sommes partis pour des années en réalité d'inflation élevée, alors que la majorité d'entre nous maintenant, même moi avec du haut de mes 47 ans, je n'ai pas beaucoup vécu de période fortement inflationniste. 81, quand Mitterrand était président de la République et que nous étions à, 10-12% d'inflation, je devais avoir quelque chose comme 5 ou 6 ans, donc évidemment, je ne me souviens pas vraiment de l'inflation du prix du bon bec à cette époque-là. Mais, voilà, si vous voulez, tous les gens de moins de 50 ans, globalement, n'ont pas vécu dans une période inflationniste, ils ont vécu pendant les 30 dernières années dans une période profondément déflationniste, où de 1980, tournant de la rigueur, de 83 jusqu'à 2023, on part de 40 ans d'inflation de plus en plus basse et de valeur pour l'argent. Et de taux réels plutôt positifs avec l'argent qui rapportait quelque chose. Souvenez-vous, dans les années 90, tous ceux qui avaient de l'argent placé dans des contrats d'assurance vie, ça leur rapportait 10% par an sans rien faire. C'était extraordinaire, il n'y avait pas d'inflation, il y avait une inflation à 1 ou 2%. Donc voilà, taux d'intérêt réel positif. Et d'ailleurs, les prix de l'immobilier étaient très bas à l'époque. Donc il y a 6 mois, personne ne pensait inflation et aujourd'hui, je vous le dis, personne ne pense récession. Mais cette inflation, elle va conduire à une récession importante. Alors, maintenant, on va essayer de décrypter un peu et d'expliquer les facteurs de récession. D'accord ? Les facteurs qui vont être déflationnistes, qui vont nous amener une récession, donc qui vont être récessifs. Alors vous avez évidemment les prix de l'énergie qui montent.
Bon, tout ce que je paye en essence, en pétrole, en prix du gaz, c'est autant d'argent en moins que je vais mettre dans l'économie, moi, en tant que consommateur. Donc moi, Charles, si je suis le seul à mettre un peu plus d'argent dans mon plein d'essence et dans mon chauffage et dans ma cuve à fuel, ça, c'est pas un risque global, mais quand tous les Charles de la France entière, de l'Europe entière, du monde entier en fait, sont confrontés au même problème de prix de l'énergie, et vous imaginez bien que quand le prix de l'énergie double ou triple, la ponction dans l'économie, elle est absolument terrible. Et donc ça va enrichir les pétromonarchies et la Russie et donc tous les producteurs de gaz et de pétrole, mais ça appauvrit considérablement tous les pays qui sont des consommateurs. Et donc même les États-Unis qui produisent aujourd'hui avec leur gaz de schiste du pétrole, etc., il n'empêche que les Américains, le prix du gallon a explosé aux États-Unis et que pour cet été, leur driving season, comme on dit là-bas, donc la saison d'été où on conduit, on part en voyage, on part en vacances, c'est autant d'argent en moins qu'on mettra dans l'hôtel, au restaurant, dans le motel, etc. Donc c'est très récessif, c'est une ponction très importante, les prix de l'énergie. Les taux d'intérêt qui montent, c'est terrible. Au même moment, les banques centrales remontent les taux d'intérêt, et donc là aussi, vous désolvabilisez les gens. Là où avant, je pouvais emprunter pour acheter un appartement sur des niveaux très élevés, je peux plus le faire. Donc comme je peux plus le faire, je peux plus acheter. Et comme je peux plus acheter, je peux plus acheter. Et donc c'est de l'argent en moins qui va encore aller dans le système économique. Et s'il y a de l'argent encore en moins qui va dans le système économique, là aussi c'est extrêmement récessif. D'accord ? Donc augmentation de l'énergie plus augmentation des taux au même moment, de toute manière, ça entraîne toujours une récession. Les banques centrales le savent. Et Jerome Powell, le président de la Fed, la Banque centrale américaine, l'a même dit, il va y avoir des effets collatéraux, il va falloir les accepter. Et c'est qu'à ce prix qu'on va casser l'inflation. Les réductions et les arrêts des quantitative easing aux États-Unis et en Europe, donc ça ce sont les injections de liquidités et les rachats d'actifs que peuvent faire les banques centrales qui achètent sur le marché les obligations notamment des États mais aussi parfois des entreprises, donc ça permettait de maintenir les taux très très bas. Et donc si les banques centrales arrêtent d'acheter des dettes, c'est au marché d'acheter les dettes, et le marché il va demander avec de l'inflation des rendements de plus en plus élevés, donc les taux vont monter encore plus. Et donc aujourd'hui on est passé quasiment de taux 0 à des taux à 3% aux États-Unis en 6 mois. Donc c'est une hausse extrêmement rapide. La baisse des cours de bourse, donc notamment, alors là, beaucoup aux États-Unis, moins en France, parce que nos retraites ne sont pas des retraites par capitalisation baquées sur la valeur des actions et des cours de bourse, mais aux États-Unis, ce sont des fonds de pension privés, donc vous avez mis $1 million, et donc quand votre $1 million il devient $2 millions, vous avez un effet richesse très très fort, et puis quand votre $1 million il devient $500 000, vous en serez beaucoup plus pauvre, et puis vous n'avez pas envie de prendre votre retraite tout de suite parce que vous dites que vous n'en aurez pas assez. Ça c'est le premier effet qui se coule. Deuxième effet qui se coule des cours en bourse, c'est qu'aux États-Unis, on fait, vous savez, du crédit hypothécaire, du crédit rechargeable. Donc on vous dit, j'ai $100 000 en actions. Quand ces $100 000 en actions valent 200 000, la banque elle vous dit, vous avez le droit d'emprunter $100 000 puisqu'en fait vous avez $200 000 en actions. Et puis quand les actions elles reviennent à $100 000, la banque elle vous rappelle, elle fait, au fait, tes actions là, comme elles ont perdu la moitié, tu me rembourses la moitié du crédit. Et donc là aussi, attention, l'effet richesse ou appauvrissement des cours de bourse aux États-Unis, première économie mondiale, sont extrêmement importants, et puis de manière générale, c'est un effet d'appauvrissement de façon globale. La baisse des obligations, c'est le même mécanisme que ce que je viens de vous expliquer pour les cours de bourse, et évidemment, enfin, l'inflation qui vient réduire aussi votre pouvoir d'achat. Tout ce que vous achetez coûte plus cher. Donc si vos salaires augmentent, vous pouvez continuer à acheter de tout. Mais si votre salaire n'augmente pas, vous ne pouvez plus continuer à acheter de tout. Et donc si l'inflation augmente de 10% et votre salaire il reste constant, en pouvoir d'achat vous perdez 10%. Et donc où est-ce que vous coupez en fait ? Donc 10%, je vous rappelle, en France, qui est l'un des pays où il y a la plus forte capacité d'épargne, 10% c'est le taux d'épargne des ménages. D'accord ? C'est le taux d'épargne de toutes les familles françaises en moyenne. Alors, il y en a, ils épargnent plus, il y en a, ils épargnent moins. Plus on a un petit salaire, moins évidemment on a de capacité d'épargne. Plus on a un gros salaire, plus on a évidemment, a priori, une grosse capacité d'épargne. Puisque le paquet de nouilles, même si je vais chercher des nouilles de luxe, en gros, le paquet de nouilles, il a le même prix pour tout le monde. Donc que vous soyez smicard ou à 10 fois le SMIC, donc que vous gagnez 1 350 € ou 13 500 €, le paquet de nouilles Panzani, globalement, c'est le même pour tout le monde. Donc,
le pouvoir d'épargne de quelqu'un qui gagne 10 fois le SMIC est bien supérieur évidemment à la propension, c'est le mot savant en économie, à la propension à épargner de quelqu'un qui gagne le SMIC. De la même manière, la propension à consommer, donc la capacité de consommation de quelqu'un qui gagne le SMIC est bien plus importante que la propension à consommer de quelqu'un qui gagne 10 fois le SMIC, pour la simple et bonne raison que celui qui gagne le SMIC n'épargne pas et donc quasiment consomme tout parce qu'il est obligé dans les dépenses contraintes. Ce qui n'est pas le cas de celui qui a évidemment une capacité d'épargne et parce qu'il gagne 10 fois plus et donc une fois qu'il a payé ses 10 paquets de nouilles du mois, eh bien, il peut économiser et mettre 10 000 € de côté. Je force le trait, mais c'est juste pour vous faire comprendre les notions. Donc, tout est en place pour une récession potentiellement du même niveau que celle de 2007-2008, celle qui est consécutive à l'explosion de la bulle des subprimes, donc des crédits hypothécaires aux États-Unis en 2007-2008, on avait eu une hausse de taux à partir de 2005-2006 surtout, et puis ça avait craqué en 2007. Une récession donc plus forte qu'en 2008, a priori, puisqu'on a tous les mêmes facteurs qu'en 2008, mais on en a en plus notamment l'inflation très forte que nous n'avions pas en 2007-2008. En 2007-2008, vous n'aviez pas 10% d'inflation. Là, vous avez en plus l'effet d'appauvrissement terrible de l'inflation. Donc, je pense qu'il serait logique que nous allions vers une récession plus forte que celle que nous avons vécue à partir de 2007-2008, mais moins forte que celle qu'évidemment nous avons vécue en 2020 avec tous ces confinements, sauf, encore une fois, si les petits singes avec leurs variole nous embêtent beaucoup. Vous avez remarqué les petits singes? Variole du singe, les petits singes? Ça fait quoi? 1 mois, 2 mois que vous avez les petits singes ici? Ah, j'adore. Ça, c'était encore un coup, non pas des petits singes, mais des poules de cristal. Pendant ce temps-là, le gouvernement veut nous protéger des effets de l'inflation, les amis. Ah, merci et béni soit leur saint nom à nos membres très gentils du gouvernement. Voilà, ça j'ai le droit de dire qu'ils sont gentils, personne ne m'en voudra, soyez sympas, m'insultez pas dans les commentaires. C'est de la boutade, de l'insolence, du second degré. Bref, je vous rappelle, insolentiae quand même. Donc, notre cher gouvernement et notre ami Bruno Le Maire, oui, je sais, c'est pas votre ami, mais quand même, il faut le dire, je suis sur YouTube. Projet de loi anti-inflation appelé projet de loi sur votre pouvoir d'achat. C'est beau, je vais vous aider à améliorer votre pouvoir d'achat, les amis. Alors, il n'y a pas 35 manières différentes pour notre gouvernement de nous aider face à l'inflation. Alors globalement, qu'est-ce qu'il peut faire le gouvernement? Il peut bloquer les prix. Quand on bloque les prix de l'essence, d'accord, c'est ce qu'il fait le gouvernement, à un moment donné, il joue sur les taxes. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait soit une pénurie. Alors je dis à l'entreprise Total, voilà, vous avez le droit de vendre l'essence à 1 € le litre. Puis Total veut dire, oui, mais le problème c'est que sur le marché international, même hors taxe, c'est 1,05 € le litre. Bon, puis après, il y a les taxes. Oui, et là, j'ai pas les moyens d'acheter. Ah bon, écoutez, donc pénurie, d'accord? Donc évidemment, le blocage des prix, ça entraîne des pénuries quand le prix bloqué est inférieur évidemment au prix du marché. Il n'y a plus personne pour vous livrer puisque vous n'êtes pas capable de payer. Donc soit ça fait des pénuries, soit l'État paye la différence et donc c'est une forme de subvention aux fournisseurs. Donc il paye la différence ou il paye les taxes, etc. Donc soit c'est une subvention aux fournisseurs, soit c'est une pénurie, soit c'est une augmentation du déficit budgétaire. Donc une augmentation de la dette à l'arrivée. Alors après, ça peut être donner des subventions aux gens. Je vous fais un chèque énergie. Donc je laisse les prix libres, je laisse les prix monter, mais je vous fais un chèque. Je dis finalement, voilà, je vous donne 500 € pour acheter de l'essence dans l'année, mais l'essence maintenant elle est à 3 € le litre. Et donc quand je donne des subventions aux gens, j'alimente l'inflation. C'est comme leur donner une augmentation de salaire, ou j'augmente et puis c'est pas ou même, c'est et là, j'augmente également les déficits budgétaires, donc les dettes. La troisième solution, c'est j'augmente les salaires, et donc là, j'alimente l'inflation puisque j'augmente les salaires, et puis je baisse les marges des entreprises. Donc vous voyez bien que, en réalité, on ne lutte pas contre l'inflation, on ne sait pas lutter contre l'inflation. Il n'y a pas de bon moyen de lutter contre l'inflation. Vous voyez bien que tous ces moyens-là, ils entraînent des effets négatifs qui sont bien plus importants en fait que les effets positifs à court terme. Donc à court terme, c'est chouette, ça règle votre problème, mais à moyen et long terme, en fait, ça va amplifier votre problème.
Alors, d'ailleurs, regardez, c'est ce que dit le Gérard Larcher, qui est de toute façon, on ne pourra pas continuer la politique du chèque éternellement. Et oui, le chèque énergie, le chèque alimentation, le chèque emploi, le chèque vacances, le chèque pour tout. À chaque problème, son chèque. Bon, il a raison d'ailleurs, jusqu'à ce qu'on arrive au chèque sans provision. Et le chèque sans provision, c'est pour le gouvernement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, et les sous, en fait, le coût de c'est pas cher, c'est l'État qui paye, c'est pas vrai. L'État, c'est vous, l'État, c'est nos impôts. Donc à un moment donné, si vous voulez, vu qu'on n'a même plus notre banque centrale et que c'est une banque centrale européenne, donc collective, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans notre coin. Donc on ne lutte pas contre l'inflation, on la subit. La seule manière de faire baisser l'inflation, c'est quoi? C'est d'agir, je vais vous dire un truc d'une profondeur, les amis, vous allez me dire « Ah, mais ça n'a été trop fort !» Eh bien, c'est d'agir sur les facteurs qui provoquent l'inflation. Ouais, applaudissez-moi, je sais, c'est brillant. Bon, et plus sérieusement, et au-delà de la petite ironie personnelle, mais une fois qu'on a dit ça, les facteurs, c'est quoi? On les connaît. À court terme, c'est 80% de l'inflation, c'est la guerre en Ukraine, donc les pénuries Ukraine, Russie, Biélorussie, etc., qui sont induites par la guerre en Ukraine, et c'est les pénuries induites par les stratégies zéro Covid en Chine. Si vous supprimez ça, vous supprimez à court terme 80% de l'inflation. Alors il en reste encore, et puis elle va être structurellement de plus en plus élevée, de manière tendancielle, avec la raréfaction des ressources dont je vous ai parlé, la fin des facteurs très déflationnistes que sont mondialisation, informatisation et robotisation, de manière temporaire, mais globalement, c'est la différence entre une inflation à 2, 3, 4% et une inflation à plutôt 10%. D'accord ? Donc ça serait ça la différence. Une inflation à 3-4%, ça serait presque pas mal en fait. Alors qu'une inflation à 10%, c'est problématique. Et si vous ne pouvez pas agir sur les facteurs qui provoquent l'inflation, que sont la guerre en Ukraine et donc pénurie, guerre en Ukraine et pénurie Covid, eh bien la seule possibilité, la seule possibilité qu'il vous reste en tant qu'autorité, monétaire, politique, c'est d'écraser profondément la croissance et donc la demande et donc de provoquer une récession majeure. Voilà, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez faire baisser significativement une inflation à 10%, eh ben, faut créer une récession. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir une récession. C'est parce qu'en fait, les autorités, les grands chefs, les grands dirigeants, ils ont besoin d'une récession pour créer les conditions de la maîtrise de l'inflation. Donc, on va faire s'effondrer la demande. Alors regardez, je voulais juste m'arrêter sur cette information que je trouve super intéressante. Alors évidemment, la prenez pas, il ne faut pas qu'on la prenne, là je fais de la microéconomie, en partant de la microéconomie, j'en fais une généralité macroéconomique. Mais donc c'est pas tout à fait juste intellectuellement. Mais c'est pour illustrer tout ce que je vous disais sur le fait que l'inflation représente une ponction très importante dans l'économie et donc que les gens sont obligés d'arbitrer et de faire des choix. Là aussi, j'ai aucune posture morale, d'accord ? Je ne suis pas en train de vous dire c'est bien, c'est mal. Je suis en train de vous dire ça, par contre, ça existe. Donc, article de France Info, inflation, les abandons d'animaux sont en hausse, les adoptions en baisse. Donc, les gens abandonnent les animaux et les adoptions baissent. Pourquoi ? Parce qu'avoir un animal, ça coûte cher. Et donc, c'est une dépense que l'on peut réduire, c'est une dépense que l'on peut supprimer. C'est quoi ? C'est les frais de croquettes, c'est les frais de litière, c'est les frais de vétérinaire. Avoir un animal, ça coûte cher. Regardez, un chat en moyenne, c'est 751 € par an. Un chien, en fonction, alors un chien est moins cher parce qu'il n'y a pas les litières. Et donc, un chien, c'est 280 € pour un petit chien, un caniche nain, un mini caniche, c'est 281 € de croquettes par an, plus un peu de véto, et un gros chien, donc le gros berger allemand qui mange beaucoup, ou le golden retriever de ma voisine Marie, petit bisou à Marie et clin d'œil, eh bien Marie, tu dépenses 950 € en moyenne pour le chien, voilà, et donc un gros chien, c'est 5 fois plus de sous que pour Pépette, qui est le chien du voisin d'à côté. Et Pépette, elle est toute petite, et donc évidemment, les croquettes de Pépette, ça coûte beaucoup moins cher que les croquettes du chien de ma voisine. Donc,
Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez une hausse des abandons. C'est ça, très concrètement, le choix dans les dépenses. Et c'est un choix subi, c'est un choix contraint. Ceux qui abandonnent leurs animaux, peut-être que vous serez très nombreux à trouver ça pas bien, mais peut-être qu'il y en a plein qui le font avec un crève-cœur, mais qui ne peuvent pas continuer à assumer leur animal. Je vous rappelle qu'il n'y a pas le RSA pour chien, pour la ration sociale alimentaire du chien. Vous n'avez pas de RSA pour chien ou pour chat, et vous n'avez pas les restos du cœur du chat ou les restos du cœur du chien. Alors peut-être qu'il faudra que ça se crée, peut-être qu'il faudra aider les restos du cœur à aider les gens à garder leurs animaux en donnant effectivement, favorisant la générosité sur les aliments pour animaux et pour chats, etc. Ok, mais voyez, c'est un vrai sujet. Et donc c'est ça, concrètement, l'inflation, les conséquences de l'inflation et donc l'arbitrage des dépenses que vous êtes obligé de faire. Pour l'immobilier, c'est très compliqué, c'est la même diapo que la semaine d'avant et la semaine encore d'avant, et je la regarde volontairement. Donc ceux qui en avril ont lu mes petits stratégistes le dossier, vous saviez que je vous parlais évidemment du scénario avec blocage des loyers plus inflation, qui était le scénario noir pour l'immobilier. Et donc le blocage des loyers est sur la table du gouvernement. Le blocage des loyers va créer une pénurie de logements en France selon l'Anglette. Face à l'inflation, Bercy étudie le blocage des loyers. Blocage des loyers plus inflation, c'est le scénario noir pour l'immobilier. Blocage des loyers, inflation forte de la taxe foncière, des charges, plus à ce moment-là pour le propriétaire, on vous demande pour la transition énergétique de faire des travaux. Donc évidemment, si les loyers ne suivent pas et ne peuvent pas augmenter un petit peu, le gel et le blocage des loyers, c'est l'effondrement assuré du marché immobilier à très court terme, avec un effondrement de la demande. Vous allez voir dès demain, plus personne demain lundi, puisque évidemment j'enregistre cette vidéo dimanche soir. Demain lundi, il n'y aura plus aucun appel pour acheter un appartement en tant qu'investisseur, tant qu'il y aura la crainte d'un blocage des loyers. Et le fait même de prononcer le mot gel général des loyers, de toute façon, ça va refroidir à peu près tous les investisseurs, il n'y a pas de problème. Vous ferez la générosité sur l'inflation sans nous. Et c'est une évidence, c'est pas aux bailleurs privés, vous pouvez les trouver très méchants, que ce soit des méchants propriétaires, vous mettre dans une posture morale, de manière pragmatique. Si les locataires veulent des logements, il faut qu'il y ait des propriétaires qui à un moment donné puissent les financer. Donc, si vous ne permettez pas aux propriétaires d'augmenter les loyers au fur et à mesure de l'évolution des prix, eh bien vous n'avez plus d'investisseurs. Et quand vous n'avez plus d'investisseurs, vous n'avez plus de construction. Vous allez me dire, c'est pas grave, c'est l'État qui fera. C'est l'État qui fera. On a vu ce que ça donnait en ex-URSS, on voit ce que ça donne au Venezuela. L'État, à un moment donné, il ne peut pas tout faire, donc il ne fera pas. Et donc, nous allons créer une crise du logement, une pénurie de logement, et c'est exactement ce que dit François Langlette. Et pour une fois, je suis d'accord avec ce que dit le camarade François Langlette. Et c'est pas une posture morale, encore une fois, on peut parler, puis je rappelle, l'immobilier en France est extrêmement taxé, donc il faut arrêter de croire que les propriétaires, les vilains propriétaires ne participent pas de manière importante à la collectivité à travers les impositions qui sont les leurs. Et c'est normal, ça, je veux dire, à la limite, c'est tout à fait logique. Conclusion, l'inflation va provoquer une grande récession, une grande crise, y compris une crise du logement. Parce que cette inflation n'est pas provoquée par un emballement de la demande, eh bien, elle va être terriblement compliquée à combattre et elle ne pourra être combattue qu'au prix d'une très forte récession mondiale qui va écraser la demande mondiale, et en écrasant la demande mondiale, eh bien on écrasera les prix mondiaux. Voilà, il n'y a pas le choix. Si vous voulez lutter contre cette inflation, eh bien il faut faire baisser la demande de manière générale, et donc on a très bien vu qu'on pouvait avoir des prix négatifs du pétrole lors du premier confinement Covid. En mars 2020, le monde entier s'arrête, les prix du baril de pétrole deviennent même négatifs pendant une séance complètement folle, et c'est assez logique puisqu'il faut stocker le pétrole qui sort, et donc le pétrole qui sort on ne balance pas dans la mer, sinon ça fait de la mer noire, ça fait des ordres, donc quand il n'y a plus de capacité de stockage et qu'il y a du pétrole qui sort et plus que les consommateurs n'en veulent pas, boum, tarif négatif, prix négatif. Bon, ça a duré une soirée, mais c'était quand même complètement fou. Ça n'a même duré que quelques heures. Mais enfin, jamais on aurait pu imaginer des prix du pétrole négatifs. Le monde entier s'étant arrêté, vous avez créé les conditions par une récession terrible de 10% du PIB
vous avez créé les conditions d'une chute fondamentalement énorme de la demande. Alors peut-être que les petits singes avec leurs varioles, je sais pas, pourraient provoquer le même effondrement de la demande à terme. Voilà, donc c'est quelque chose que vous devez garder en tête. Alors, inflation, immobilier, préparation, je vous ai rajouté préparation, préparez-vous à quoi? Évidemment à cette grande récession et donc à concevoir votre plan personnel de résilience. C'est très important et c'est le dossier évidemment du mois de mai et vous l'aurez lors de la mise en ligne de la vidéo de la semaine prochaine avec votre plan de résilience personnelle, votre mode d'emploi, votre guide, la méthode pas à pas, le patrimoine, l'emploi, la localisation, le stockage, l'achat de précaution, bref, tout ce qu'il faut pour vous préparer et pour préparer votre plan de résilience personnelle, vous le trouverez dans ce dossier. Donc évidemment, ceux qui veulent aller plus loin, je vous incite à vous abonner. Merci à tous pour votre attention, merci à tous pour vos petits pouces pour cette vidéo, merci à tous pour vos partages, merci à chacune et chacun de vous, mes petits grenésiennes et grenésiens, pour vos commentaires et les échanges super intéressants que vous pouvez avoir, et même si je ne peux pas lire tous les commentaires tellement il y en a, j'essaye d'en lire au maximum. Évidemment, vous pouvez me retrouver sur Twitter @insolentiae. Vous pouvez venir vous abonner évidemment et à cette chaîne Le Grenier de l'Écho, là ou là, je sais plus, là, et puis activer la petite cloche pour avoir les notifications quand la vidéo sort. Vous pouvez aussi venir vous abonner sur le site insolentiae.com, d'abord à la lettre d'information quotidienne et gratuite du lundi au vendredi. Je vous laisse tranquille le samedi et le dimanche. Et puis, vous avez la possibilité aussi d'activer les notifications sur le site insolentiae.com pour ne louper aucun article. Et puis, vous pouvez évidemment, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous abonner à la lettre stratégie sur là, vous savez, il y a I, là, donc vous revenez en arrière, vous allez en avant, enfin le petit I, vous cliquez, ça vous amènera sur le site et sur la page stratégie, ou en bas dans les commentaires, dans la description de cette vidéo, je mets le lien pour vous abonner à la lettre stratégie, insolentiae.com/boutique, et vous arriverez sur lettre stratégie, vous cliquez, vous vous laissez guider, c'est très simple. Voilà les amis, merci à toutes et à tous pour votre attention. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo toujours sur cette thématique, et là on abordera enfin de manière beaucoup plus exhaustive ce fameux plan de résilience personnelle, le PRP. D'ici là, prenez bien soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, et puis la vie est belle. Salut les amis, à très bientôt.